20h sur ce plateau, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur TATV, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. L'atelier préparatoire pour la rentrée scolaire 2017-2018 a pris fin ce mardi 5 septembre à Kindia. Cette rencontre qui a démarré hier en présence du ministre Ibrahima Khalil Konaté et des autorités administratives vise à obtenir une rentrée scolaire réussie. Mohamed Alpha nous en dit davantage. Les URE, les DPE et les DCE, accompagnés des cadres du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, préparent la rentrée scolaire prochaine à Kindia. Durant 2 jours, ces acteurs du système éducatif guinéen feront le bilan de l'année écoulée et des propositions afin de corriger les manquements déjà enregistrés. Madame la gouverneure de la région administrative de Kindia salue l'initiative. Profitez de cette déconcentration pour donner un appui fort au ministre de l'enseignement préuniversitaire dans l'atteinte des résultats assignés à lui. Une démarche hautement appréciée par les partenaires techniques et financiers. En tout cas, pour Hélène Krou de l'UNICEF, cette retraite de Kindia est un symbole de transparence. Nous ne pouvons que remercier son Excellence Monsieur le Ministre d'avoir fait appel aux partenaires techniques et financiers. On sera là en tant qu'observateurs, mais aussi éventuellement nous contribuerons au débat et nous ferons le compte-rendu aux autres partenaires techniques et financiers des résolutions qui ont été annoncées, qui vont vraiment dans le bon sens aussi pour nous, dans le sens de la transparence, dans le sens de l'égalité. Parmi les réformes entreprises par le chef du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, la mise en place des lycées techniques et l'instauration des compositions trimestrielles feront l'objet d'examen au cours de cette rencontre. Et justement, il faut dire que le ministre Ibrahima Khalil Konaté ne voudrait surtout pas de l'improvisation cette année. C'est pourquoi il décide de prêter une oreille attentive à tous les acteurs impliqués dans les systèmes éducatifs. On l'écoute au micro de Mohamed Alpha. J'ai estimé que ce n'était pas opportun qu'on se retrouve au niveau du cabinet pour décider au nom de tout le monde. Il fallait redescendre sur terre pour venir consulter les acteurs qui sont les DPE, les chefs de section pédagogique. Nous voulons les écouter tous pour qu'ils puissent nous faire des propositions. Et je me suis dit aussi que cette année, on ne va pas improviser au niveau du ministère de l'Enseignement. Le ministère de l'Enseignement préuniversitaire est très noble. Ça engage tout le pays. Il s'agit de la vie de la Guinée. Les enfants qui seront les futurs cadres de demain, il ne faut pas blaguer avec leur formation. Le président du PADES, Parti des démocrates pour l'espoir, poursuit son périple de prise de contact avec les citoyens à la base. Après Kankan, Sigiri et Mandiana, Dr Ousmane Kaba et sa suite viennent de poser leur valise à Banakoro. Dans cette localité diamantifère, les populations expriment leur adhésion au programme de société du PADES. Daouda Mohamed Kamara pour les explications. Après les étapes de Nabaya et le Wassolong, le PADES met le cap sur le pays Kouranko. Coupé du reste de la région par un fleuve, Banakoro a été visité par Dr Ousmane Kaba et sa suite qui ont bravé les difficultés de circulation dans cette localité. Pour y arriver, engins et occupants doivent nécessairement emprunter le bac pour la traverser. Banakoro, Tokuno, Moribaya et Sansambaya ont été entre autres localités visitées par la délégation du Parti des démocrates pour l'espoir. Un objectif atteint sur place, c'est l'adhésion des populations aux idéaux du PADES. Le parti PADES est un parti d'avant-garde pour le développement de notre beau pays, la Guinée. Nous sommes sûrs et certains que, sous votre direction, le combat pour l'émancipation de la femme, l'emploi des jeunes seront une réalité. Intellectuels chevronnés, économistes hors pair, agriculteurs exemplaires, ce pays a besoin de vous pour son rayonnement. Un espoir fondé sur lui par le peuple Kouranko et Dr Ousmane Kaba compte bien faire face aux défis qui assaillent les Guinéens, surtout la jeunesse. Ici, nous sommes au cœur du pays Kouranko. Dans ce pays, ils ont exprimé l'espoir de voir le PADES réaliser les ambitions de la Guinée.
J'espère que nous serons dignes de cette ambition. Ce pays a soif de routes. Ce pays a soif d'électricité et d'eau. Ce pays a soif d'infrastructures éducatives. Car nous avons besoin d'avoir une jeunesse bien formée, mais une jeunesse qui travaille, pas une jeunesse au chômage. Économiste, enseignant et politicien, le président du PADES est aussi un amoureux de la terre, c'est-à-dire agriculteur et éleveur. Et la preuve, il en a fait par la visite de certains sites agricoles et d'élevage. Les préparatifs pour la tenue des élections communales vont bon train au sein des partis politiques, même sans chronogramme clair pour l'instant. L'Union des forces républicaines, par exemple, dit être à pied d'œuvre et fin prêt pour affronter les échéances électorales. La présidente des femmes de l'UFR, Hadja Aïssata Daffé, l'a dit avec mention de la représentativité féminine. Li Mariam Bailo nous fait le point. En dépit du retard qu'accuse jusque-là la publication du chronogramme des élections communales par la Commission électorale nationale indépendante, les partis politiques sont tout de même pleins dans les préparatifs. Chez l'Union des forces républicaines, par exemple, selon sa présidente, des femmes travaillent actuellement sur les critères de choix des candidats. Nous nous préparons intensivement. Nous sommes déjà au niveau des bases, parce que c'est à partir de la base qu'on doit désigner. On ne peut pas prendre n'importe qui comme ça et venir le mettre sur une liste. Donc à chaque base, au niveau de chaque section qui doit représenter, qui doit nous donner les noms de leurs candidats. Parce que si c'est quelqu'un qui ne travaille pas sur le terrain, quelqu'un qui n'est pas connu dans sa zone, et vous savez que les deux sont liés, au niveau des communales et la désignation des chefs de quartier. Donc les deux sont liés. Si ce n'est pas quelqu'un qui est connu dans sa base, il est impossible de le mettre sur une liste. Pour l'Union des forces républicaines, à en croire Hadja Aïssata Daffé, le respect du quota de 30% des femmes est une préoccupation pour le parti. Et la présidente des femmes de l'UFR dit prendre à bras le corps cette question. Personnellement, je me suis toujours impliquée pour une meilleure représentativité des femmes et c'est le combat, le bureau exécutif, en la personne même du président du parti, a dit qu'ils vont respecter les quotas des 30%, surtout avec une meilleure représentativité. Et on a demandé même, nous les femmes, d'avoir une liste zébrée, c'est-à-dire une femme, un homme. Il faut souligner que même la Cour constitutionnelle a invalidé ce quota de 30% qu'elle estime non conforme à la constitution guinéenne et le combat désormais est d'atteindre le quota de 50-50. Le gouverneur guinéen compte faire cette année l'inventaire général du patrimoine culturel du pays chez le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique qui a fait cette déclaration ce mardi à Conakry. Selon Sanusi Bantamasso, cette opération vise à rassurer, étudier, documenter, protéger et promouvoir les témoins matériels et immatériels du pays afin de les transmettre aux générations futures. Saloum Kandé. Avec un paysage culturel exceptionnel, la Guinée est un véritable bijou posé en Afrique occidentale. Un bijou qui suscite des convoitises depuis des siècles à travers le monde. Cet héritage artistique et historique se trouve de nos jours menacé de disparition. C'est pourquoi le gouvernement compte dresser cette année l'inventaire du patrimoine culturel national. Cette opération d'inventaire général du patrimoine culturel vise à recenser, étudier, documenter, protéger, promouvoir et transmettre aux générations présentes et futures les témoins matériels et immatériels de notre passé, notamment ceux liés aux monuments historiques, aux sites archéologiques et aux paysages culturels de notre pays. À en croire les responsables du département de la culture, cette opération de protection et de conservation du patrimoine culturel doit nécessairement suivre des principes. À collecter, transcrire, traiter et fixer sur des supports offrant les meilleures conditions de conservation des informations sur le patrimoine lié aux percussions de Guinée. À mettre à la disposition du public une base de données exploitable à des fins d'éducation, de sensibilisation, de recherche scientifique et de promotion du tourisme.
Selon Sanoussi Bantamasso, la mise en place de cette activité permet non seulement d'offrir de l'emploi aux jeunes, mais aussi consolider l'unité nationale. Et quelle solution aux nombreux problèmes qui assaillent le monde juvénile africain et plus particulièrement celui guinéen? C'est la question essentielle qui a fait l'objet d'une conférence débat ce mardi à Conakry, initiée par l'ONG My Voice for the Poor. La rencontre qui s'est tenue dans le cadre de l'événement Conakry, capitale mondiale, a permis de porter plusieurs réflexions sur l'avenir des jeunes du continent. C'est Alou Yomouno pour les détails. L'Afrique, un continent plein de richesses naturelles, mais où les populations baignent pour la plupart dans l'extrême pauvreté. Le niveau de l'éducation laisse à désirer, le chômage bat son plein. À la quête d'un lendemain meilleur, la voie de l'immigration est devenue le recours de nombreux fils du continent. La réalité suscite plusieurs interrogations chez les observateurs. Comment préparer les jeunes vers l'avenir? Comment accompagner les jeunes dans leur combat? Qu'est-ce qui pousse tant de jeunes à émigrer vers l'Europe? Face à ces multiples questions, des activistes de la société civile réfléchissent à des propositions de solutions. Pour l'ONG My Voice for the Poor, le mal doit être soigné dès la base. Au dire de la présidente de la dite organisation, le destin de l'Afrique est dans ses propres mains. Nous pensons qu'il faut attraper le mal à la source. La source du mal, c'est l'ignorance, l'analphabétisme, les fausses illusions. Nous ne devrions pas attendre que l'Europe vienne régler nos problèmes ici. La situation en Afrique est paradoxale. Une autre question a aussi trouvé sa réponse au cours de cette conférence débat. Il s'agit de la place de la lecture dans l'ambitieux combat des jeunes Africains, notamment ceux guinéens, dans la recherche d'un meilleur devenir. Pour relever le défi, nous devons nous engager à épouser la lecture pour éclairer notre esprit, enrichir nos connaissances et éveiller nos consciences. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Face à toutes ces préoccupations, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée a eu son mot à dire. Avec le gouvernement de la Guinée, nous sommes en train de prioriser l'immigration, mais surtout, on va tenter de créer plus de raisons pour rester ici en Guinée. Donc il y aura des fonds, des financements pour travailler avec le gouvernement de la Guinée pour créer des emplois. De nos jours, la Guinée figure parmi les nombreux pays du monde où les jeunes se livrent de plus en plus à l'immigration. Des chiffres démontrent que depuis le mois de janvier 2017, 3000 Guinéens ont été rapatriés de la Libye. Combien sont restés dans les eaux de la Méditerranée et dans d'autres pays du monde? Autant de questions qui restent sans réponse. Depuis hier lundi, le coordinateur du bloc de l'opposition constructive a fait l'objet d'accusations de viol sur une femme mariée. Joint au téléphone ce mardi dans l'émission La Tribune de l'Actualité Plus sur Chéri FM et Ta TV, Dr Ibrahima Sori Diallo a donné sa version des faits. Après un long entretien au bout du fil, le numéro 1 du bloc a rejeté en bloc les accusations portées contre lui. Oumar Sow. C'est avec désolation que le coordinateur du bloc de l'opposition constructive dit avoir appris sur les réseaux sociaux et certains sites d'information d'être au centre d'un cas de viol sur une femme mariée. Des allégations qui, selon Dr Ibrahima Sori Diallo, interviennent suite à un malentendu qu'il a eu avec la dame, un membre de son ONG. Et ce malentendu serait consécutif au choix des personnes pour une activité sous le label du prix Justice Makers. De là à l'accusé de viol, Dr Ibrahima Sori Diallo se dit surpris. Qu'est-ce que je constate? C'est le monsieur qui a vu sur guinématin.com que moi j'ai violé sa femme. Et pendant que sa femme est institutrice, elle était libre de partir, déclarer à n'importe quelle radio qu'elle a été victime de viol. Ou bien au siège là où nous étions, elle était violée, elle était libre à partir de là de mobiliser tous les voisins ici pour que le viol soit justifié. Face à cette situation à laquelle il est confronté, le coordinateur du BOC dit avoir porté plainte contre le mari et la femme pour fausses accusations et attaques aux biens personnels. Je suis désolé d'apprendre que par un monsieur, parce que je portais plainte contre lui, de diffamation, je portais plainte contre la femme, c'est par rapport à la diffamation et destruction de biens. Pour l'heure, seul Ibrahima Sori Diallo est joignable, mais pas les accusateurs.
L'avènement de l'imagerie médicale en République de Guinée est certes un ouf de soulagement, aussi bien pour les patients que pour les autorités sanitaires du pays, mais sa vulgarisation, sa promotion et surtout son extension et la formation du personnel restent encore un défi à relever. Diao Bachir. L'imagerie médicale est aujourd'hui considérée par nombre de spécialistes comme étant l'un des facteurs qui concourent à la modernisation de la médecine, une discipline qui permet de visualiser les organes afin d'en détecter d'éventuelles maladies ou pathologies. Depuis son avènement, selon Ibrahima Souri Diallo, l'on enregistre peu d'erreurs chirurgicales. Aucun chirurgien actuellement ne peut intervenir correctement sans exploiter, c'est-à-dire l'imagerie. Parce qu'il faut comprendre le contenu, savoir c'est quoi dedans pour vraiment opérer. Raison pour laquelle depuis l'avènement de l'imagerie, la chirurgie a cessé de faire des dégâts. Parce qu'avant, on opérait des choses qu'on ne devait pas opérer. Et c'est seulement la radiologie qui nous permet maintenant de dire attention, face à tel organe, il faut maintenant opérer, enlever, ou bien qu'il faut faire chimiothérapie sans opérer. Aujourd'hui, à travers donc la célescopie, un radiologue peut faire de la chirurgie sans opérer. C'est la radio interventionnelle. S'agissant de cette intervention au niveau du foie, le chef de l'unité de la télémédecine à Donka explique. On peut également procéder, c'est-à-dire à l'intervention sur le foie. Lorsqu'il y a une tumeur, c'est-à-dire il y a une atteinte, c'est-à-dire de lobe droit ou de lobe gauche d'une partie de lobe ou du foie, au lieu d'opérer tout le ventre, c'est-à-dire pour aller enlever ça se complique. Aujourd'hui, nous avons découvert ce qu'on appelle l'altérisation. On envoie une ponction, on altérise la zone, on bloque le sang ne vient pas, on place là quelque chose qui nous permet d'attendre 14 jours après que le foie compense de l'autre côté et on invite les stérilisés d'opérer à un endroit ciblé. Donc là, ils opèrent et le malade est sauvé. La formation du personnel dans ce domaine en tenant compte des nouvelles technologies, l'équipement des services publics de la radiologie reste encore un défi à relever pour les autorités. Dr Sekou Donjo, en 1962, il a créé le premier service de radiologie en Afrique francophone et c'est en Guinée qui est le service de radiologie de Donka. Et aujourd'hui, ce service se trouve le dernier des services de tous les services de l'Afrique francophone. C'est dangereux. Il faut que le gouvernement accepte de mettre la main dans la poche parce que l'imagerie, c'est l'argent. Il faut les machines coûtent cher et qu'il faut les payer pour les envoyer. Mais la prestation est à longue durée. Parce que quand vous avez un scanner peut faire, je vous dis, peut faire 70 ans sans tomber en panne. Lorsqu'il est bien entretenu. L'IRM peut faire 80 ans. Heureusement, 40 étudiants formés par Dr Ibrahima Souri Diallo sont aujourd'hui en dehors du pays pour leur spécialisation. Personne dans les rues, sauf des centaines de membres des forces de l'ordre. Drôle de rentrée scolaire au Cameroun et notamment à Bouéa et à Bamenda, deux régions anglophones accroissent à des revendications sociales et politiques. Ils se considèrent marginalisés par la majorité francophone. Alors les activistes anglophones avaient appelé à une rentrée morte et le mot d'ordre a été suivi. Regardez. Pas de rentrée scolaire ce lundi pour Cyril. Alors le jeune homme se morfond en pianotant sur son portable. Je suis censé être déjà à l'université, mais je suis encore au lycée parce que je n'ai pas pu terminer mon année. Alors c'est un vrai problème pour moi de voir qu'aujourd'hui, l'école n'a pas repris de façon correcte. Je suis très inquiet, je ne sais pas. Le gouvernement doit faire rapidement quelque chose pour que nous reprenions l'école. Comme Cyril, ils étaient bien peu nombreux ce lundi à prendre le chemin de l'école à Bouéa. Et les rares élèves venus étudier ont trouvé des policiers armés devant les grilles. Un déploiement des forces de l'ordre destiné à garantir une reprise en toute sécurité des cours. Mais dans cette école bilingue de la ville, les couloirs sont quasi déserts et seuls les élèves francophones sont en classe. L'appel au boycott lancé par les militants anglophones de la région a été bien suivi. Schools boycott
Le boycott de l'école est la seule arme pacifique dont on dispose pour aborder les problèmes qui sont fondamentaux, essentiels pour la vie de tous les citoyens de cette nation, en particulier ceux du sud du Cameroun. Si on n'utilise pas cette arme, on finira par faire la guerre un jour. Vendredi, le gouvernement camerounais a fait un geste. Des dizaines de militants de la communauté anglophone ont été libérés de prison. Une décision prise par le président Paul Biya pour apaiser des mois de tension après les manifestations d'octobre dernier. La minorité anglophone du Cameroun s'estime marginalisée et appelle le pouvoir à entendre ses revendications. Le défi pour nous est d'avoir des stratégies qui marchent. On n'a pas réussi à avoir une stratégie efficace, à exercer la pression politique adéquate pour pouvoir nous asseoir à la table des négociations et poursuivre un dialogue. Cette journée rentrée morte pourra-t-elle porter ses fruits? Difficile à dire. Malgré la récente vague de libération de détenus, plusieurs figures de la contestation restent encore en prison. La paix, acte 2 en Colombie. Après les FARC, Bogota a trouvé en accord avec le ELN, la dernière guérilla du pays. L'armée de libération nationale est d'accord pour faire taire les armes. Un cessez-le-feu a été signé. Un compromis peut-être sous influence papale. Le souverain pontife est en effet attendu demain en Colombie. Suivez. Après l'accord historique signé en novembre avec la guérilla des FARC, c'est aujourd'hui au tour de l'ELN, l'autre organisation armée de gauche, de s'engager concrètement sur le chemin de la paix. Un processus qui en est encore à ses premiers pas, mais qui bénéficie depuis plusieurs mois déjà de l'appui et de l'implication du pape François, qui doit arriver demain en visite officielle à Bogota. Le premier miracle de la visite du pape en Colombie, c'est ce cessez-le-feu. On espère qu'avec cet appui, on pourra aller de l'avant dans la construction de la paix. L'implication du Vatican est saluée par les représentants de la guérilla, mais aussi par les émissaires du gouvernement et par le président colombien lui-même. Le pape arrive en effet à un moment unique de notre histoire, alors que nous tournons la page d'un conflit absurde et nous pouvons enfin miser sur l'avenir. L'exemple du désarmement des FARC, l'autre guérilla colombienne, parfaitement organisée et exécutée sans anicroche, a encouragé les commandants de l'ELN à se lancer dans cette démarche. Mais le rôle du pape François a été un puissant moteur auprès des commandants de cette guérilla profondément marqués par la théologie de la libération. Prêtres défroqués ou anciens étudiants en théologie, ils ont décidé cette fois-ci, après plusieurs tentatives infructueuses, de faire le pas. Fini les temps des demi-mesures. Kim Jong-un supplie qu'on lui déclare la guerre. Les États-Unis ont donné le ton hier après l'essai nucléaire de Kim Jong, le 6e de l'histoire nord-coréenne, mais d'une puissance inédite, 50 kilotonnes, 3 fois Hiroshima. Alors, sans sanction ou pas, et pour quelle efficacité? Jusqu'à présent, le régime le plus fermé du monde semble insensible aux représailles internationales. Regardez. De père en fils, la dynastie des Kim a fait l'objet ces 10 dernières années de pas moins de 7 résolutions de l'ONU lui imposant des sanctions économiques. La dernière en date, votée en août dernier, est la plus sévère. Elle impose un embargo sur les principales exportations nord-coréennes. Le charbon, les minerais, le fer et la pêche. 90% de ce commerce est à destination de la Chine. Il transitait par ce pont désormais vide, privant Pyongyang d'une recette de 850 millions d'euros. Auparavant, l'embargo visait l'importation d'armes, les produits de luxe, l'interdiction de voyager pour les officiels du régime, ainsi que les transactions bancaires. Des mesures qui n'ont en rien freiné la course de la Corée du Nord à l'arme nucléaire. Rien que cette année, elle a procédé à 21 tests de missiles. Économiquement, ce pays qui est un des plus pauvres du monde ne semble pas asphyxié par les sanctions. Il y a quelques mois, Kim Jong-un inaugurait en grande pompe ce quartier résidentiel de la capitale. Ventilateurs et cocottes minutes, une classe moyenne serait même en train d'émerger. Dans les rues autrefois vides, il y a désormais des embouteillages et un secteur privé a fait son apparition. Grâce au marché noir, les Nord-Coréens se débrouillent avec la bénédiction du régime qui prélève sa part.
C'est en exode, pas d'autre mot pour qualifier le décompte de l'ONU. 123 600 personnes ont fui les violences en Birmanie, dont 37 000 en seulement 24 heures. Un pic qui fait craindre une crise humanitaire et qui illustre la peur des Rohingyas, car la plupart de ces réfugiés sont issus de cette minorité musulmane de Birmanie, l'une des plus persécutées au monde. Suivez. Des hommes, des femmes, des enfants forcés de fuir, l'exode des Rohingyas continue dans des conditions difficiles. Ils sont 123 000 selon l'ONU à avoir quitté la Birmanie pour le Bangladesh en seulement 10 jours. Depuis l'attaque de postes de police par des rebelles Rohingyas, l'armée mène une répression sans précédent contre cette minorité musulmane. Ça n'a même pas eu lieu sur la route. Nous étions dans nos maisons quand les soldats sont arrivés et ont commencé à tirer sur tout le monde. Plus de 400 morts, 2600 maisons détruites dans l'état de Rakhine, un bilan lourd. Sur la scène internationale, l'aura de Aung San Suu Kyi commence à pâtir de cette crise. La Pakistanaise Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix, s'en fait écho sur les réseaux sociaux. Ces dernières années, je n'ai cessé de condamner ces traitements tragiques et honteux. J'aimerais que ma camarade, lauréate du prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, fasse de même. Le monde attend et les Rohingyas aussi. Aung San Suu Kyi a rencontré hier la chef de la diplomatie indonésienne, venue lui demander l'arrêt des violences pour mettre fin à ce qu'elle qualifie de crise humanitaire. Comme elle, plusieurs dirigeants de pays musulmans s'inquiètent de la colère qui monte chez eux en soutien aux Rohingyas. Mesdames et messieurs, voilà comment on se quitte au compte de ce journal. Merci pour toute l'attention et très agréable soirée à tous.